Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 13h, vous êtes sur RTI 1. Le développement du continent et la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en pole position lors des échanges entre le chef de l'État ivoirien et la ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, Dlamini Zuma. Le manioc est aujourd'hui la deuxième denrée de grande consommation derrière l'igname en Côte d'Ivoire. Mais la commercialisation reste un problème essentiel. Les acteurs de la chaîne de production du manioc et de la sphère scientifique se sont réunis afin de répondre à cette préoccupation majeure. Il confirme qu'il va bel et bien démissionner avant les élections telles que la loi l'exige. Le président malgache, candidat à sa succession, n'a cependant pas donné la date précise de sa démission. La constitution de son pays exige qu'il quitte le pouvoir 60 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, soit le 8 septembre. Merci à tous de suivre le journal de RTI 1. La ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, Dlamini Zuma, a été reçue par le chef de l'État ivoirien. Le développement du continent et la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud étaient en pole position lors de ces échanges. Awa Touré. La ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, est à Abidjan pour prendre part à la semaine de l'évaluation, un forum de la Banque africaine de développement placé sous le thème « Renforcer l'impact du développement ». L'occasion aussi pour Mme Zuma d'échanger avec le président de la République Alassane Ouattara sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Elle est venue plusieurs fois en Côte d'Ivoire et elle s'est rendue compte que depuis sa dernière visite en 1999, la situation en Côte d'Ivoire a véritablement changé. Elle est très heureuse de voir qu'il y a ce changement remarquable en Côte d'Ivoire. Elle a félicité donc le président de la République pour ses efforts. En Côte d'Ivoire, l'économie est basée sur l'agriculture évidemment, mais elle ne savait pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur d'anacarde. Et ils ont parlé, entre autres choses, de la nécessité de promouvoir la transformation des produits agricoles et au point de vue politique et économique, de promouvoir la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Le président a souhaité que le président d'Afrique du Sud puisse effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Elle va transmettre le message au président de l'Afrique du Sud. Ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, la ministre auprès du président d'Afrique du Sud chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, entend favoriser l'intégration africaine en vue de faciliter la mise en œuvre des domaines prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le forum de coopération sino-africain est terminé depuis le mardi 4 septembre. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire conforte la position de Beijing à investir 1900 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Elle envisage la création d'un centre culturel chinois à Abidjan. En 35 années de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine, c'est un développement qui vient renforcer par les 18 accords signés lors de cette troisième Assemblée. Odiantele Soro et Herman Guivé. Journalistes et hommes de médias invités à une conférence de presse initiée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique de la Chine en Côte d'Ivoire se réjouit des accords conclus entre la Côte d'Ivoire et la Chine au cours du récent sommet Chine-Afrique tenu à Beijing les 3 et 4 septembre dernier. La Chine et l'Afrique entendent promouvoir la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route et associer étroitement cette initiative à l'agenda 2063 de l'Union africaine, au programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Les deux parties vont mettre en œuvre en priorité les 8 initiatives majeures concernant la promotion industrielle, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, le développement vert, le renforcement des capacités, la santé, les échanges humains et culturels, ainsi que la paix et la sécurité.
Sur le plan culturel, les deux pays travailleront également au renforcement de leur collaboration. La création d'un centre culturel chinois à Abidjan est envisagée. Reste le repérage du terrain qui accueillera la bâtisse. L'ambassade de Chine y travaille. La Chine s'engage, comme en 2015 à Johannesburg, à tenir à nouveau ses engagements envers l'Afrique. Rappelons qu'en 2015, au cours du sommet qui s'était tenu en Afrique du Sud, 10 programmes de coopération avaient été établis. Plus de 90% d'entre eux ont été effectués. Au regard des multiples engagements et réalisations tenus par la Chine dans les pays africains partenaires, l'ambassade de Chine rassure, la Chine se veut un partenaire privilégié des pays africains en termes de développement. Plus que 3 jours avant la rentrée des classes 2018-2019, les responsables d'établissements, inspecteurs de l'enseignement primaire et enseignants ont reçu les orientations pour cette nouvelle année scolaire. La ministre de l'Éducation nationale a mis un point d'honneur sur le respect du quantum horaire pour de meilleurs résultats de fin d'année. Didier Nguesson et Grace Kando. Des mallettes pédagogiques, 519 ordinateurs et box Wi-Fi d'une valeur totale de plus de 4,6 milliards de francs CFA distribués aux établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a procédé à la remise de ce matériel, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, ce jeudi 6 septembre, lors de la cérémonie solennelle de rentrée scolaire au lycée Sainte-Marie de Cocody. Enseignants et parents d'élèves ont pris connaissance du calendrier scolaire et de son découpage. Nous avons pour le premier trimestre, en ce qui concerne l'enseignement général, 480 heures. Pour le second trimestre, 440 heures. Pour le troisième trimestre, 400 heures, soit un total de 1320 heures, disons 33 semaines. Après avoir rappelé les résultats satisfaisants des examens scolaires de l'année dernière, la ministre a fait plusieurs recommandations pour maintenir le cap. Le respect du quantum horaire, l'achèvement des programmes, le respect du format, du rythme et du nombre des évaluations. Aux gestionnaires de notre système éducatif, c'est à vous qu'il revient de planifier, d'organiser, de diriger et de contrôler l'ensemble des activités des structures placées sous votre responsabilité. Je vous invite donc à faire preuve de plus de responsabilité et d'anticipation afin que l'année nouvelle se déroule dans la sérénité. La rentrée des classes 2018-2019 est fixée au lundi 10 septembre 2018. Comme l'année dernière, elle est placée sous le thème du civisme. Pour les nouveaux bacheliers, le ministère de l'Enseignement supérieur a prorogé la période des préinscriptions. Elle va désormais jusqu'au 15 septembre 2018. À partir de lundi, donc, c'est la reprise des classes. Pour bon nombre de parents, c'est la période pour fixer le montant de l'argent de poche perçu par les enfants. Une préoccupation qui grandit en même temps que les enfants, mais qui ne fait pas toujours l'unanimité. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? À partir de quel âge et combien donner? Sephora Zegui et Grace Kando se sont intéressés à ces questions. Sur la terrasse d'Aïssata, une demi-douzaine d'enfants, les siens, des amis à eux et des cousins. Rentrée plus tôt que d'habitude, elle en profite pour discuter avec eux d'un sujet qui les concerne, leur argent de poche. Jacques, toi tu as de l'argent de poche? Tu n'as pas d'argent de poche encore. Et Katie, toi tu as de l'argent de poche? Pas encore. Iliassa, son fils, et Kili, sa fille, sont fiers de montrer à leur maman ce qu'ils ont dans leur tirelire. Un argent de poche que Iliassa est heureux de gérer lui-même. L'argent de poche me permet d'être autonome et d'être épanoui. Qu'est-ce que tu achètes généralement? Des goûters pour l'école. Aïssata, en donnant de l'argent de poche à ses enfants, veut leur apprendre à être autonomes et bons gestionnaires. Quand il avait 9 ans au CM1, j'ai commencé à lui donner 5 000 par semaine. Donc normalement dans le mois ça fait 20 000, mais il doit avoir normalement 15 000 dans le mois. Donc je fais ce dépassement de 5 000 et je lui dis qu'à la fin du mois, il doit me donner 5 000 qui représente une économie pour lui. Outre Aïssata, Aude-Marie, cette mère célibataire, dit donner de l'argent de poche à sa fille de 10 ans, mais avec beaucoup de rigueur. C'est un parent qui donne assez
Ça dépend de l'âge. Moi, personnellement, ma fille a 10 ans. Je lui donne 2500 francs par semaine. Or, il y a des parents qui en font plus. Donc, c'est quand on en donne plus qu'il y a des risques. Contrairement à Aïssata et Aude, pour d'autres mères de famille comme Pélagie, donner de l'argent de poche à son enfant pourrait les exposer à de mauvaises tentations. Avec la vie d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les rues partout, dans les écoles, j'ai préféré ne pas... Qu'est-ce qu'on voit dans les rues et les écoles? La drogue, la boisson, l'alcool, surtout l'alcool. L'alcool, ça fatigue les enfants. Donc j'ai décidé de ne pas donner de l'argent à mes enfants. À Yopougon, quartier Maroc, nous retrouvons la famille Yanga. Leur fille aînée, Emmanuela, étudiante de 18 ans, reçoit depuis son enfance de l'argent de poche. Un montant qui a évolué au fil du temps pour atteindre aujourd'hui 50 000 francs CFA. Je peux vous subvenir à mes besoins. Bon, je sors des fois avec mes amis, on va au restaurant. Je peux pour acheter, s'il y a quelque chose qui me plaît, je peux pour les acheter aussi. Dans cet espace gastronomique, Emmanuela et ses amis se retrouvent autour d'un repas. Son ami Saint-Tiche reçoit de l'argent de poche, mais d'une manière différente. Mon papa me dit, si j'ai besoin d'argent, je lui dis, il me donne quoi. Je lui envoie un message, je lui dis, ah papa, j'ai vu tel truc, ça me plaît, que j'ai besoin d'argent. Il m'envoie l'argent. Donner ou pas de l'argent de poche à ses enfants, une question qui est même étudiée à l'université. Pour ce professeur de psychologie, donner de l'argent dès le bas âge permet de responsabiliser les enfants. À partir de 4 ans, l'enfant peut avoir une pièce de 25, une pièce de 100 francs pour acheter une friandise. C'est une manière de donner de l'argent. L'enfant comprend à partir de cet instant que l'argent, c'est une pièce d'échange par rapport à un bien. Et c'est un fait de société qu'il intègre au cours de son processus. En bas âge, des pièces, c'est suffisant. Et on veille à ce que, effectivement, il achète des choses qui ne vont pas nuire à sa santé. Lorsqu'ils sont au collège, au lycée, en ce moment, ils sont des grands garçons, des grandes filles. Et en ce moment-là, ils ont d'autres besoins qui nécessitent qu'on puisse augmenter la valeur de l'argent qu'on leur donne. Et donc, ça dépend des besoins exprimés par l'enfant. Et normalement, le parent doit échanger avec l'enfant pour savoir quelle somme d'argent donner, ce qui peut effectivement convenir à son enfant. L'argent de poche, avec ses avantages et ses inconvénients, un débat qui traverse les familles. Chacune cherchant le moyen de rendre autonome son enfant, tout en évitant les dangers liés à l'argent. Le manioc est aujourd'hui la deuxième denrée de grande consommation derrière l'igname en Côte d'Ivoire. Le volume de sa production a quintuplé. Il est passé de 1 million à plus de 5 millions de tonnes. Mais le grand problème reste aujourd'hui la commercialisation. Comment le résoudre pour permettre aux producteurs d'avoir de meilleurs profits? Les acteurs de la chaîne de production et la sphère scientifique se sont réunis pour répondre à cette préoccupation. Noël Gagnon. Le manioc, hier, produit de soudure. Il est aujourd'hui un produit de grande consommation en Côte d'Ivoire. Cette consommation est de 100 à 110 kg par habitant en zone urbaine contre 60 kg pour le riz. Sa production est passée de 1 million de tonnes à 4,5 millions et les produits dérivés sont légion. De plus, les retombées pour le producteur sont importantes. Plus de 500 milliards de chiffre d'affaires dans la chaîne de la valeur. Et l'avantage du manioc, c'est que les producteurs ont à peu près 50% de revenus dans la chaîne de valeur, ce qui n'est pas le cas avec les autres spéculations. C'est un produit qui est multi, qui a plusieurs dérivés. On le consomme en atiéké, en frais, en foutou, en placali, en natoukou, en gari. Donc chaque personne a son goût dans le manioc. Seulement voilà, la filière est face à plusieurs contraintes sur le plan de la production, de la transformation, de l'organisation des acteurs et du financement. Avec en pole position la question de la commercialisation. Si il faut travailler et puis ne rien avoir, c'est vraiment difficile. Donc vraiment, il faut que, quand on nous dit de planter, il faut que les gens vraiment viennent pour acheter le manioc, pour qu'on puisse avoir de l'argent, pour que nous soyons vraiment en joie. Créer un cadre de rencontre des acteurs de la filière a fondé le premier symposium sur le manioc
à Aboisseau, à 115 km d'Abidjan. Les rencontres acheteurs-vendeurs du manioc que nous organisons doivent pouvoir ouvrir des perspectives pour les acteurs de la filière en termes d'acquisition d'expérience, de financement des acteurs et surtout de débouchés pour l'écoulement de leurs produits. Avant la conclusion des travaux, la FAO a souligné les acquis du projet régional mis en œuvre dans 7 pays, dont la Côte d'Ivoire. Oui, ça nous fait la 4e année que le projet est en cours. Et l'impact qu'on nous donne, ça veut dire d'abord, ça a permis de renforcer les relations entre les producteurs, transformateurs et les acheteurs. Au lieu de produire à l'aléatoire, nous avons maintenant des transformateurs et des producteurs qui ont des clients plus ou moins connus d'avance. Ça leur permet de faire une meilleure planification de leur production et ça permet aussi à l'acheteur d'organiser sa logistique en conséquence en fonction de la disponibilité et tout en respectant aussi les caractéristiques et les standards en termes d'alimentation, d'hygiène et de santé. Des acquis à implémenter pour résoudre l'équation au cœur de cette rencontre à travers le thème « Opportunités et défis d'accès aux différents marchés local, sous-régional et international ». La foire du Made in Côte d'Ivoire referme ses portes demain samedi. Francis Boifo nous fait découvrir un stand atypique. Il fait la promotion de tous les produits locaux transformés et d'autres produits tels que la liqueur à base de mangue ou encore de cacao. Des produits transformés localement. On en trouve à la foire du Made in Côte d'Ivoire à Port-Boué, sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je viens de prendre contact avec ce produit. C'est du coco baka à base de maïs et puis je crois que c'est épicé également. Pour moi c'est une découverte. C'est vraiment un élan pour les Ivoiriens de s'auto-nourrir. J'ai eu l'occasion de pouvoir goûter le whisky, mais c'est fait à base de mangue et de cacao. Je pensais que c'était fait à l'étranger. Je ne savais pas que c'était fait ici et surtout à base de mangue et les mangues même de notre région. C'est vraiment intéressant. Parmi les visiteurs ce jeudi, Liran Doni, 7 ans en classe de CE2. Cette fillette a été séduite par ce stand qui fait la promotion du riz local. Je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire, nous, on avait du riz. Je pensais que c'était quitté loin pour venir. Avant, quand ma maman préparait le riz, je ne savais pas comment on fabriquait. Maintenant, quand je l'ai vu, j'étais contente. La foire du Made in Côte d'Ivoire, c'est aussi l'exposition des produits artisanaux. Ce qu'on voit ici, c'est le tabouret royal. Il magnifie le roi avec ses instruments de musique. On a toute tendance de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est parti de là, les musiques modernes qu'on voit aujourd'hui, les instruments de musique modernes qu'on voit aujourd'hui, c'est à partant de ces instruments de l'Afrique en fait. Nous avons ici un escargot que nous avons réalisé à base de pièces de récupération. Vous voyez ici une roue dentée, c'est une pièce qu'on trouve dans le moteur de véhicule. Vous avez les écrous là pour faire les tétons. Et puis les chaînes de moto et de vélo pour border le bus. Donc je crois que toutes ces pièces relèvent de la ferraille où nous trouvons tout pour concevoir des produits d'autres utilitaires et donc des décorations. Des objets d'art, fruits de plusieurs heures de réflexion et de créativité. Malheureusement, peu vendus selon les artisans. On a besoin de nous encourager parce que tant que ça n'achète pas, là, tu as vu, c'est pas intéressant parce qu'on dépense chaque jour que Dieu fait. Ouvert le 30 août dernier, la foire du Made in Côte d'Ivoire va refermer ses portes le 8 septembre prochain. 2 jours donc pour acheter et faire la promotion des produits transformés par les fabriques ivoiriennes. Et vous avez donc jusqu'à demain samedi pour faire des découvertes Made in Côte d'Ivoire. La fiscalité des entreprises d'édition et de presse au cœur d'une conférence publique. Une rencontre de la tribune JEPSI, plateforme d'échange et d'information initiée par le groupement des éditeurs de Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bangbo. Si les entreprises de presse ont bénéficié de plusieurs mesures de soutien, comme les aménagements et abattements d'impôts, la plupart d'entre elles exercent encore dans une précarité financière. Une situation qui amène aujourd'hui les éditeurs de presse à solliciter un régime particulier et adapté à leur secteur. Par rapport à la spécificité de notre secteur, nous avons proposé que ce secteur-là puisse bénéficier d'un régime fiscal particulier. On devrait assez rapidement pouvoir nous retrouver, aussi bien les éditeurs, les imprimeurs, au niveau du secteur de la distribution, pour que nous puissions
essayer donc de regarder et faire, je vais dire, des propositions globales. Les entreprises de presse restent soumises à la même fiscalité que les autres entreprises en activité en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général des impôts, à qui cette doléance a été soumise à la tribune du GFC. Il a surtout saisi l'occasion pour expliquer le système fiscal ivoirien de façon générale. Ce n'est pas le DG qui fait la fiscalité. Le DG prend acte de la demande du secteur. Je leur ai suggéré de porter donc le message auprès des autorités. L'exercice est un exercice d'information, information réciproque et enregistrer éventuellement les difficultés que les entreprises du secteur ont à comprendre et à appliquer la législation fiscale afin que la corporation ne soit pas à l'écart du dispositif fiscal et que la fiscalité ne soit pas non plus un mystère pour les entreprises de presse. L'objectif, selon le directeur général des impôts, est de permettre aux entreprises de presse de se relever financièrement et de faire d'elles de bons contribuables. Le Fonds mondial et la Banque mondiale offrent du matériel roulant à 9 régions sanitaires pour environ 160 millions de francs CFA. Il est question de contribuer à l'amélioration de la santé des populations et aussi des conditions de travail des agents de santé. Ami Sissoko. Ces directeurs régionaux et départementaux de santé ont du mal à acheminer des médicaments et des vaccins vers certains centres de santé et même à assurer la coordination des activités au niveau de leurs services. Cause, manque de moyens de déplacement. Nous avons de nombreux centres de santé. Il faut les visiter mensuellement ou trimestriellement. Quand il n'y a pas de véhicule, vous voyez qu'il est difficile de se rendre dans ces centres. Aujourd'hui, le Fonds mondial et la Banque mondiale leur apportent une bouffée d'oxygène. 7 véhicules de type 4x4 et 8 tricycles destinés à 9 régions sanitaires, entre autres Bonkani, Maraoué et Béré. Les clés ont été remises par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans le département de Bouna où nous sommes, les routes sont assez difficiles. Il y a certains centres de santé qui sont très difficiles d'accès en véhicule. Donc aujourd'hui, avec ces tricycles, ça va nous permettre de pouvoir arriver dans les villages les plus retirés, les centres de santé les plus retirés, pour desservir ces centres-là et ces populations en médicaments. Les vaccins et les médicaments, ce n'est pas normal de les faire en transport commun, ce n'est même pas envisagé même. Il faut forcément un véhicule spécial. Ce don d'une valeur d'environ 160 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020. Il vise à améliorer la qualité des services de santé et à faciliter la coordination des activités. Le Fonds mondial fait partie des partenaires techniques qui soutiennent le système. Et ils le soutiennent non seulement depuis le niveau central, mais ce soutien va jusqu'au niveau décentralisé. Je me réjouis de cette collaboration qui permet d'orienter les appuis vers les défis que sont le leadership, le management, la gouvernance en matière de distribution et d'accessibilité des médicaments au dernier kilomètre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, a annoncé que d'autres régions sanitaires verront également leurs moyens logistiques renforcés. 24e édition du Festival national Vacances Culture. Plus de 700 festivaliers repartis en 150 troupes ont compétit dans 15 disciplines, autour notamment des richesses du pain tissé ivoirien. Le reportage est signé Soro Corona. Festival national Vacances Culture, espace d'expression culturelle et artistique, de compétition, d'exposition et de valorisation des valeurs culturelles est à sa 24e édition. C'est la ville de Korogo qui abrite ce festival qui se veut le creuset de développement des brassages culturels, ethniques, civiques et citoyens de la jeunesse ivoirienne. Ils sont plus de 700 festivaliers venus des 32 régions du pays. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le ministre de la Culture et de la Francophonie de revenir sur le thème de cette édition, le pain tissé. Ma richesse. Nous voulons faire prendre conscience à la jeunesse de notre pays de l'importance du pain tissé. Et je veux les inviter à aimer cette richesse, cette beauté de notre terroir. Pour une population de 24 millions d'habitants, si seulement 1 million d'entre nous achetaient pour environ 100 000 francs chacun des habits, des serviettes, des nappes de table en tissu et pain tissé,
Ce sont environ 100 milliards de francs CFA qui sont injectés dans notre économie. Pendant 5 jours, avec ingéniosité et acharnement, 150 troupes seront en compétition dans 15 disciplines. Le théâtre, la peinture et la danse. Nous avons essayé d'allier tradition et modernisme, parlant du pain tissé qui est extrait du raffia. Je suis venu pour remporter, pour partir avec le premier prix. Ça, je suis sûr. Le Festival national Vacances Culture est créé en 1982. Il regroupe pendant les vacances scolaires les jeunes autour d'un thème bien précis, en vue de valoriser le patrimoine culturel ivoirien. Dans le domaine du cinéma, la 18e édition de Clap Ivoire met l'accent sur la fiction documentaire et le court-métrage. 10 prix sont en jeu, avec notamment le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Davis Oyo et Serge Coléa. Ambiance musicale au cinéma Majestic Ivoire avant de planter le décor de la 18e édition de Clap Ivoire. Créé pour offrir une lucarne aux jeunes réalisateurs des pays membres de l'espace UEMOA, Clap Ivoire se veut la pépinière du cinéma ouest-africain. Pour cette édition, 8 pays sont représentés, avec 16 productions, notamment des fictions, courts-métrages et documentaires d'une durée de 13 minutes qui seront soumis à l'appréciation du jury. Nous avons des prix à hauteur de 19 millions au total. Il y a Canal qui donne des prix à hauteur de 5 millions. Il y a l'UEMOA qui donne des prix à hauteur de 11 millions, dont le Grand Prix Kodjo et Bouclé et les prix sectoriels. 10 prix à glaner, mais celui qui fait tourner toutes les têtes reste le Grand Prix Kodjo et Bouclé, doté d'un montant de 5 millions de francs CFA. Je pense que j'ai le choix de remporter ce Grand Prix et Bouclé parce que mon film il est original. C'est un documentaire de création. Ça traite un peu l'histoire d'un cinéphile qui est nostalgique aujourd'hui, des salles qui étaient là auparavant, qui ont disparu. Je suis venu du Burkina pour présenter un film qui parle de l'environnement et la destruction de l'environnement par l'homme qui entraîne des catastrophes naturelles. Il y a de la qualité, on espère pouvoir gagner. À travers Clap Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie s'engage à déceler des talents naissants. L'État de Côte d'Ivoire crée les conditions et l'environnement pour que les opérateurs du secteur soient en sécurité, soient accompagnés et puissent avoir un retour sur investissement aussi important que dans les autres secteurs. La dernière édition de Clap Ivoire a été remportée par la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso avec son film « Une place dans l'avion ». Et les résultats de ce Clap Ivoire 2018 sont attendus pour ce vendredi 7 septembre. Un mini-car de transport en commun, communément appelé Gbaka, a pris feu ce matin aux environs de 9 h sur l'axe Adjamé-Yopougon sur l'autoroute du Nord. Aucune perte en vie humaine, mais le véhicule est parti en fumée. Arrivé sur les lieux, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Yopougon a pu éteindre ce qui restait du feu. Le 23e arrondissement de Yopougon-Andokwa a ouvert une enquête pour comprendre les causes de ce feu. L'actualité dans le reste du monde, premier arrêt Madagascar. Le pays est dans l'attente de la démission de son chef de l'État. À Madagascar, on s'attend aujourd'hui à la démission du président de la République. Yeri Rajaronari Mapianina a en effet annoncé qu'il se présenterait pour un second mandat. La constitution malgache exige qu'il quitte le pouvoir 60 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, soit le 8 septembre. Une décision pour éviter notamment que le président en exercice utilise les moyens de l'État pour faire campagne. Un sommet très attendu entre les présidents iraniens, russes et turcs se tient ce vendredi 7 septembre à Téhéran. Au cœur des discussions, la Syrie et le sort d'Idlib, dernier grand bastion des insurgés dans le pays. Le régime et ses alliés menacent de lancer une offensive de grande envergure, tandis que l'ONU et les pays occidentaux mettent en garde contre un désastre humanitaire. La Turquie, proche de certains groupes rebelles, veut tout faire pour éviter cette offensive. Elle
craint en effet un afflux de réfugiés à ses portes car la province d'Idlib est située à sa frontière. À un mois exactement du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat de l'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro, en tête des intentions de vote au premier tour, a été poignardé en pleine campagne dans la ville de Juiz de Fora. Il a été opéré et pourrait être transféré vers un hôpital de Sao Paulo ce vendredi. Jair Bolsonaro n'est plus en danger, mais son état de santé reste délicat. La campagne présidentielle brésilienne est bouleversée. La plupart des adversaires du député ont fermement condamné cet attentat. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Bon vendredi à tous et à ce soir, 20h.